Bonjour, nous sommes ici dans une salle qui est universellement célèbre puisque c'est la salle Pi du Palais de la Découverte. J'ai vu une fois un Brésilien qui était persuadé que c'était au Louvre et pas au Palais de la Découverte qui avait la salle Pi. Donc ça veut dire qu'elle est plus célèbre que le Palais de la Découverte carrément. Alors elle est célèbre parce qu'elle est ronde ici autour de nous. Elle est ronde aussi au-dessus de nous, c'est-à-dire que la voûte au-dessus de nous est en forme de demi-sphère. Ça ne se voit pas très bien parce qu'on est à l'intérieur et qu'on a un peu du mal à voir la forme en étant à l'intérieur. On serait à l'extérieur, on tournerait autour, ce serait plus facile. Donc, comme on est à l'intérieur, on est un peu obligé de me croire sur parole quand je dis qu'elle est en forme de demi-sphère. Et puis surtout, elle est célèbre parce qu'autour de nous, il y a toutes les décimales du nombre pi qui se déroulent. Alors toutes, il n'y en a que 700, un peu plus de 700. C'est le dernier calcul qui a été fait à la main. Ça date de 1873. C'est un mathématicien qui s'appelle William Shanks qui a annoncé son résultat. Et il n'a pas de chance, le pauvre. Pendant très longtemps, on a cru que c'était bon. Et en fait, en 1950, avec les premiers ordinateurs, on s'est rendu compte qu'en fait, il s'était trompé à partir de la 528e. Donc, à partir de la 528e décimale, qui est quelque part ici, à partir de la 528e décimale, il a fallu changer les décimales. Et maintenant, elles sont toutes justes. En fait, si on regarde les différents records, ici, on a une publication qui date de 1895, où on voit qu'en une demi-page, on a les 700 décimales qui ont été calculées par Shanks. Et en 1950, donc on en est à 2000. En 1973, on a ce petit bouquin qui a été publié par le CEA qui montre 1 million de décimales. Ça fait quand même un volume assez important. Et pour le moment, le record, il n'est pas dit que ça ne tombe pas encore dans quelques jours, mais pour le moment, le record, c'est 1241 milliards et 100 millions de décimales. C'est-à-dire que si on exprime ça en termes de millions, ça fait 1 241 100 millions de décimales, c'est-à-dire 1 241 100 fois ça. Donc c'est clair qu'il y a longtemps qu'on a renoncé à mettre à jour ici les décimales qui sont affichées. 700, c'est déjà beaucoup, quoi. Alors, bon, ça donne des décimales du nombre pi. Qu'est-ce que c'est que le nombre pi? Le nombre pi, habituellement, pour beaucoup de gens, c'est 3,14. Il suffit d'être dans cette salle et de regarder ici pour se rendre compte que c'est 3,14, mais pas seulement, que ça continue, quoi. Et que dire 3,14, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme définition du nombre pi? Comment on peut définir le nombre pi? Pour l'essentiel, c'est à partir des formules qu'on a l'habitude d'utiliser. On a des formules qui servent dans le cas du cercle, dans le cas de la sphère, qui permettent de faire des calculs, disons, dedans. Des calculs de longueur, d'air, de volume. Pourquoi on fait des calculs? Essentiellement parce que l'instrument dont on se sert, par exemple, pour mesurer une longueur, c'est la règle, qui est quelque chose de parfaitement droit, alors qu'un cercle, c'est quelque chose qui devrait plutôt être parfaitement rond. Alors, ce que je vais dessiner ici, ce ne sera pas parfait, mais disons que théoriquement, c'est parfaitement rond, et qu'adapter ici une règle qui est parfaitement droite, théoriquement aussi, pour faire la mesure, ça va être compliqué. Par contre, si on regarde, ici on a le diamètre, qui est quelque chose qu'on peut mesurer avec une règle sans problème, quoi. Et donc l'idée, c'est de remplacer la mesure par un calcul à partir des mesures qu'on peut faire, soit sur le diamètre, soit sur le rayon. Le rayon aussi, c'est quelque chose de droit. Et on a une formule qui est quand même assez célèbre chez tous les écoliers, tout ça. C'est que le périmètre, c'est pi multiplié par le diamètre. Okay. C'est-à-dire que si on regarde la définition même de la multiplication, c'est dire que le périmètre s'obtient à partir du diamètre en multipliant par pi. Et donc, si on regarde, le nombre pi, c'est le nombre qui, multiplié par le diamètre, donne le périmètre. Ça veut dire que, par définition, le nombre pi, c'est le rapport périmètre sur diamètre. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser a priori dans n'importe quel cercle. Par exemple, ici, la salle est ronde, j'ai dit, mais ici, j'ai quelques bancs qui gênent. Et donc, je vais avoir du mal à mesurer le diamètre. Par contre, je pourrais tourner ici autour de la salle, mesurer le nombre de pas que je fais, par exemple, et ensuite dire, bon, bah, si je veux connaître le diamètre, je n'ai plus qu'à diviser par le nombre pi et je récupérerai le diamètre à partir du périmètre que j'aurai mesuré. En général, le problème est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que si on veut quelque chose de vraiment précis, on a besoin d'utiliser la formule avec une mesure assez précise sur le diamètre, ensuite un calcul. Et l'idée ici, c'est de dire qu'en fait, au départ, on doit avoir un théorème qui nous dit que, en fait, pour n'importe quel cercle, qui serait centré n'importe où, qui aurait n'importe quoi comme rayon, si je réussis à évaluer périmètre et diamètre, et que je divise l'un par l'autre, le périmètre divisé par le diamètre, j'obtiendrai tout le temps la même chose. Pas de chance, le truc que j'obtiens, ce n'est pas un truc simple.
C'est un truc qui est assez compliqué comme ça. Ça aurait été mieux si ça avait été 10, 100, 1000. Non, c'est 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, etc. Mais disons qu'à partir du moment où on a une valeur approchée qui a été obtenue dans un cercle, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans n'importe quel cercle. Donc s'il y en a un qui se fatigue pour faire le calcul dans un cercle, il peut en faire profiter tout le monde. Et on va récupérer le moyen de calculer le périmètre du cercle à partir simplement de la mesure du diamètre. Alors, la première trace qu'on trouve au niveau historique de l'évaluation, disons, de ces histoires de ronds, c'est dans un papyrus d'Amès, qui est un Égyptien de l'Antiquité, 1650 avant Jésus-Christ à peu près, qui est déjà une copie d'un autre document, où il essaye d'évaluer la surface d'un disque. Donc sa technique, c'est la façon dont les Égyptiens faisaient les mathématiques à l'époque, c'est-à-dire c'est une recette, disons. Ici, on a un disque. Et pour évaluer la surface de ce disque, ce qu'il va faire, c'est qu'il essaye d'estimer un carré qui réussisse à avoir à peu près la même surface que le disque. Donc c'est déjà en quelque sorte la quadrature du cercle. Sa technique, c'est très simple. Il regarde le diamètre du disque ici, il le partage en 9 parties, les partage en bleu ici, et ces 9 parties, ben, il n'en prend que 8, et dessus il construit ce carré qui a pour côté donc les 8/9 du diamètre du disque. Et si on regarde, ben, ce qui dépasse d'un côté est rattrapé de l'autre. Et donc l'un dans l'autre, c'est pas si mauvais, quoi. Et ça va lui permettre d'avoir une évaluation relativement simple de l'aire du disque. Pour autant, ça donne pas, il ne fait pas apparaître le nombre pi ou un nombre qui remplacerait le nombre pi. On peut le faire de façon moderne maintenant en essayant d'évaluer ce que ça donnerait. Mais en fait, ce n'est pas le nombre pi. Le nombre pi, c'est une invention d'Archimède. C'est quelque chose qui n'apparaît pas ici dans cette formule. On a une recette. Si on veut évaluer, on prend les 8/9, on construit un carré dessus, etc. C'est la façon dont procède Amès à ce moment-là. Alors, les Égyptiens ne font pas de démonstration. Et le résultat d'Amès, on peut essayer de l'expérimenter pour voir un petit peu ce que vaut son évaluation, disons. Ici, on a un disque qui est en fait un petit cylindre avec une épaisseur qui est constante, qui va être la même pour le carré ici. Le disque est partagé, le diamètre vaut 9 unités. Le carré, on voit qu'il a un côté qui en vaut que 8. Et donc, il suffit d'utiliser le principe du sablier pour vérifier la méthode d'Amès. Donc, on peut faire couler le sable de l'un dans l'autre. Évidemment, ça ne constitue pas une démonstration, mais ça permet de faire une petite vérification expérimentale de la valeur de l'évaluation que fait Amès dans son papyrus. Alors en fait, Archimède est le premier à imaginer que le nombre pi est un nombre. Pourquoi? Parce que pour l'essentiel, quand on regarde le cercle ici, la seule façon dont il peut mesurer, c'est en utilisant une règle. Donc la règle, c'est bien pour mesurer des choses droites, mais pour mesurer des choses qui sont, comme ici, rondes, on a un petit peu du mal. Donc l'idée d'Archimède, c'est, comme pour tout le monde, j'ai le tas des choses que je sais faire et le tas des choses que je ne sais pas faire. Dans les choses que je sais faire, il y a mesurer quelque chose qui est droit. Dans les choses que je ne sais pas faire, il y a mesurer des choses qui sont rondes, en tout cas qui ne sont pas droites. Donc son idée, c'est de dire, OK, il y a des choses que je peux mesurer, le diamètre, le rayon, hein, je peux dessiner le diamètre, ici. Le rayon, pareil. Hop. Donc ici j'ai le rayon, ici j'ai le diamètre. Et ça, je peux les mesurer sans problème. Son idée, c'est que le périmètre s'exprime à partir du diamètre avec la formule toute bête, pi multiplié par diamètre. Donc ça veut dire que pour lui, le nombre pi, ça va être quelque chose qui sera le rapport du périmètre au diamètre. Il faut qu'il soit capable d'évaluer le périmètre et le diamètre. Le diamètre, ça ne pose pas de problème, je peux le mesurer. Le périmètre, c'est plus compliqué. Donc ça fait partie des choses qu'il ne sait pas faire. Et il va se débrouiller avec les choses qu'il sait faire pour essayer d'évaluer un petit peu ce périmètre. Donc son idée, c'est d'utiliser un triangle équilatéral, ici, et de remplacer le cercle par le triangle équilatéral. Donc on va imaginer que ça, c'est un triangle équilatéral. L'avantage du triangle équilatéral, c'est qu'il n'a qu'une mesure à faire sur le côté, ici. Et ensuite, comme il est équilatéral, cette longueur sera la même, cette longueur sera la même, il a juste à multiplier par 3.
Donc il peut évaluer comme ça le périmètre, il connaît le diamètre, et il fera le rapport des deux, et il obtiendra le nombre pi à partir de cette mesure. Alors le problème, c'est que effectivement sa méthode, c'est bien, mais il y a un petit problème, c'est que ça ne marche pas. Il fait ce qu'il sait faire, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas essentiellement parce que quand on regarde les choses, entre ce point-là et celui-là, ce qu'il aurait dû prendre, c'est l'arc de cercle. Et ce qu'il a pris, c'est le segment qui est là. Or, on est quand même un certain nombre à savoir que le segment, la ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. Si c'est le plus court chemin d'un point à un autre, ça veut dire que ce chemin-là est le plus court, ça, c'en est un autre. Donc ce chemin est plus court que ce qu'il voulait. Donc ici, ça ne marche pas. Cette longueur-là est trop courte par rapport à celle-là. Cette longueur-là est trop courte par rapport à celle-là. Cette longueur-là est trop courte par rapport à celle-là. Donc quand il va faire le calcul pi rapport du périmètre sur le diamètre, eh ben, le diamètre est bon, mais le périmètre est trop court. Donc le nombre pi qu'il va obtenir est trop court, est trop petit. Donc ça ne marche pas, il faut qu'il trouve autre chose. Mais il sait faire que ça, mesurer des choses droites. Donc son idée, la deuxième bonne idée d'Archimède, disons, c'est de dire, je vais essayer d'améliorer, puisque je ne réussis pas à faire ce que je veux faire, je vais essayer d'améliorer le résultat. Sa façon de faire pour améliorer, c'est de repartir de ce segment ici, de prendre le milieu, de partir perpendiculairement aux côtés, et de venir rattraper le cercle en un point ici, qui va lui permettre de remplacer ce segment, qui n'était pas bon, par ces deux-là. Et évidemment, il fait ça sur chacun des trois côtés. On part du milieu, perpendiculairement, on rattrape le cercle ici, on remplace un côté par deux. Même chose ici, je pars du milieu, hop, et je remplace un côté par deux. Si bien que mon triangle, chacun des côtés a été remplacé par deux. Je se retrouve avec 6 côtés maintenant. J'ai donc un polygone à 6 côtés, un hexagone. Et cet hexagone est évidemment plus proche du cercle. Évidemment, prendre ça, c'est plus proche du périmètre du cercle que de prendre directement le chemin qui était ici. Donc c'est clair que sa méthode est meilleure, disons son résultat est meilleur, mais qu'il est toujours dans la même situation. C'est-à-dire que maintenant c'est entre ce point-là et celui-là, ou bien entre ce point-là et celui-là, mais à chaque fois on a pris le segment, c'est-à-dire la ligne droite, le plus court chemin, au lieu de prendre l'arc de cercle. Donc on a ici quelque chose de trop court, ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi, partout. Bon, c'est un hexagone régulier, puisqu'on a fait les choses de façon symétrique et qu'on est parti d'un triangle équilatéral. Le périmètre ici, globalement, il va être trop court. Divisé par le diamètre qui est bon, ça me donne encore quelque chose de trop petit pour le nombre pi. Alors comment faire? La troisième idée d'Archimède, à son époque, c'était il y a plus de 2000 ans, à son époque, c'est quand même assez fort, c'est de dire je recommence. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps maintenant avec les ordinateurs, mais à son époque, il n'y en avait pas trop. Et donc, l'idée d'Archimède, c'est de dire je recommence. C'est-à-dire que ce que j'ai fait qui était meilleur, je vais recommencer à partir de ce point, de ce côté ici. Je pars du milieu, perpendiculairement, je rattrape le cercle ici, et je remplace un côté par deux côtés. Bon, c'est clair qu'ici, je ne peux pas continuer à le faire parce que ça va vraiment manquer de précision, mais disons que chacun des 6 côtés va être remplacé par 2. Il se retrouve avec un polygone à 12 côtés, puis la prochaine fois un polygone à 24 côtés, et puis encore un polygone à 48 côtés, un polygone à 96 côtés. Il s'arrête à 96 côtés, mais disons qu'il a déjà une bonne approximation du cercle, un périmètre qui devient vraiment très proche du cercle, divisé par le diamètre, ça lui donne quelque chose qui est très proche du nombre pi. Donc ça, c'est la méthode d'Archimède, disons, a priori. Je fais ce que je sais faire, je prends des morceaux qui sont droits. Je vais quand même être obligé de faire des calculs parce que si je continue à partager, je vais me retrouver avec des segments qui sont de plus en plus petits. Et si je me contente de mesurer des segments qui sont tout petits, je vais quand même avoir une très très grosse imprécision. Quand je me retrouve avec un polygone à 96 côtés, je multiplie l'erreur par 96, ça me donne une erreur colossale, quoi. Donc on est obligé de faire le calcul. On ne va pas insister, mais disons que pour l'essentiel, ici et là, ça c'est le rayon, ça c'est aussi le rayon. Ici on a un angle droit, donc ce morceau-là, c'est un triangle, qui est un triangle rectangle. Le triangle rectangle en question, l'hypoténuse c'est le nouveau côté, et ce côté-là de l'angle droit, c'est la moitié du côté précédent. Donc régulièrement, on va passer d'un côté à sa moitié, puis au côté suivant en utilisant le théorème de Pythagore. Donc avec une extraction de racine carrée, et c'est essentiellement pour ça qu'il s'arrête au bout de 96 côtés, parce que ça commence à être fatigant au niveau des calculs d'extraction de racine carrée.
fait, ça ne suffit pas, parce que si on a bien regardé, le périmètre qu'on obtient, c'est tout le temps fait avec une somme de longueurs qui sont trop courtes. Donc ici, on a toujours quelque chose de trop court. Divisé par le diamètre qui est juste, on obtiendra quelque chose de trop court, de trop petit pour le nombre pi. Donc Archimède, il a besoin de savoir évaluer réellement le nombre pi. Son idée, c'est de trouver un encadrement. Ici, on a quelque chose de trop petit avec cette technique. Maintenant, il faut quelque chose de plus grand avec une technique du même genre, puisque de toute façon, il ne sait faire que des choses avec des longueurs qui sont droites. Donc, ce qu'il va faire, c'est partir d'un triangle équilatéral à nouveau, qui est évidemment trop grand, qui est à l'extérieur du cercle ici. Donc, il faudrait que ça se coupe là, et que ça se coupe là. Et puis, faire la même chose, c'est-à-dire améliorer les choses au fur et à mesure. Au lieu d'avoir un polygone qui grossit à l'intérieur du cercle, ce qu'il va avoir, c'est un polygone qui se rapetisse vers le cercle, de façon à, en coupant les pointes ici, récupérer un polygone qui a 2 fois plus de pointes. Chaque fois que je coupe une pointe, je la remplace par 2. Donc j'avais au départ 3 pointes, c'était un triangle. Maintenant, je vais avoir 2 fois plus de pointes, ça me fait un hexagone. L'hexagone est déjà meilleur que le triangle. Le principe est le même. Alors, sur mon dessin, ça va être difficile à faire, mais le principe va être le même. Je vais continuer à couper de façon symétrique ici, là, etc. De façon à chaque fois multiplier le nombre de pointes par 2. Il fait la même chose. Il démarre avec un grand triangle, et puis il rapetisse en un polygone à 6 côtés, à 12 côtés, 24, 48, 96. À ce moment-là, il s'arrête. Mais il a un périmètre qui est un tout petit peu trop grand. Donc, divisé par le diamètre, ça va lui donner quelque chose qui est un tout petit peu trop grand par rapport au nombre pi. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a réussi avec ces 2 séries de polygones, avec ces 2 familles de polygones, à encadrer le nombre pi, en fait, entre 2 valeurs. Et il annonce en toutes lettres, hein, c'est assez fatigant à lire, parce que c'est vraiment en toutes lettres, qu'il y en a une des deux qui est 3 plus 10 sur 71, l'autre qui est 3 plus 10 sur 70, et il coince le nombre pi entre ces 2 valeurs. Alors, c'est la première fois, si on regarde ce que vaut cette valeur ici, c'est la première fois qu'on va tomber sur le nombre 22 septièmes. C'est Archimède qui est le premier à avoir l'idée qu'il y a un nombre, pi, qui est le premier à en faire un calcul approché, et qui trouve effectivement la valeur approchée 22 septièmes. Si on fait le calcul maintenant de ce que vaut 22 septièmes, on va trouver le 3,14 que tout le monde connaît. Mais disons que c'est quand même le premier qui fait ça. Sa technique a quand même un avantage par rapport simplement au calcul. C'est que si on regarde, si on imagine maintenant qu'on prend un autre cercle qui a un diamètre, mettons, 3 fois plus grand, eh bien, tous les polygones qu'on a construits vont être de longueur 3 fois plus grande. Tous les côtés vont être 3 fois plus grands. Tous les polygones vont être 3 fois plus grands. On va avoir des périmètres, aussi bien pour le plus petit que pour le plus grand, qui sera 3 fois plus grand, le diamètre 3 fois plus grand. Quand on fait le rapport, ça reste au même niveau. Donc le nombre pi, c'est bien quelque chose qui est commun à tous les cercles, pas simplement à ce cercle-là, mais qui est commun à tous les cercles. Lui, il se fatigue à faire le calcul dans un cas, et nous, après, on peut en profiter avec la formule pi à peu près égale à 22 septièmes ou bien à peu près égale à 3,14. Après avoir calculé le périmètre du cercle, on peut regarder pour le disque, quel est son aire, quelle est la surface du disque. Donc on va démarrer avec un disque comme ça, et on va le partager en deux. Donc c'est figuré par les 2 couleurs bleu et rouge. Et on va procéder un petit peu comme la méthode d'Archimède, en coupant, comme si c'était une part des parts de tarte, on va couper à partir du centre, en un certain nombre de parts, aussi bien la partie rouge que la partie bleue. Donc ça va donner quelque chose comme ça, où les parts ne sont pas vraiment régulières, si on regarde bien, parce que l'objectif, c'est simplement que les parts soient assez petites. Il n'y a pas de dictateur, il n'y a personne qui impose sa loi et qui choisit une grosse part, mais chacun peut choisir de prendre une part un peu plus grosse ou un petit peu moins grosse, suivant qu'il est gourmand, qui fait le régime, etc. Donc on a ici, finalement, si on regarde, on peut faire prendre pour cette moitié-là la forme d'une espèce de mâchoire, et pour cette moitié-là, même chose, avec des espèces de dents qui sont en fait des triangles isocèles. Le triangle est isocèle parce qu'ici, on a coupé à partir du centre, donc ici, on a un rayon. Ici aussi, on a un rayon. Donc, on a bien affaire à un triangle isocèle. Et on va mettre les 2 mâchoires, l'une en face de l'autre, avec l'envie irrésistible de fermer les 2 mâchoires, de serrer les 2 mâchoires, et donc de bien mettre les parts les unes en face des autres. Si on finit ici,
on a bien l'impression qu'on devrait obtenir un rectangle. Et quand on regarde, au fur et à mesure que ça s'approche, on voit que ce n'est pas parfait, parce qu'il n'y a pas assez de parts ici. Il aurait fallu faire la manip avec des parts beaucoup plus fines pour réussir à, d'une part, ne pas avoir ici un bord qui est en forme d'arc de cercle les uns derrière les autres, là, et d'autre part, pas cette inclinaison ici. Alors, si on regarde pour une des parts, ici, si on imagine qu'on a énormément de parts, elles sont donc toutes petites, ça veut dire que le bord ici est minuscule et que l'angle ici est minuscule. L'angle est quasiment de 0, la base du triangle isocèle est quasiment rectiligne mais quasiment nulle. Et donc, si on se rappelle que la somme des trois angles d'un triangle ici fait 180 degrés, si ici j'ai un angle qui est quasiment nul, ça veut dire qu'ensemble ces deux-là font quasiment 180 degrés. Mais comme c'est les angles à la base d'un triangle isocèle, ils sont égaux, donc chacun fait quasiment 90 degrés. Donc, si vraiment on avait beaucoup de parts minuscules, on aurait des segments qui vont dans le prolongement l'un de l'autre comme ça. Donc on aurait un bord qui serait vraiment droit. Ici, on aurait un angle qui est quasiment 90 degrés. Ici, on a quasiment 0 plus 90, ça reste à 90. Ici, à peu près 90. Et ici, à peu près 90 plus 0. On a bien quelque chose qui a ces quatre bords droits. Ici, un bord droit qui fait la longueur du demi-périmètre qu'on avait à cet endroit-là, demi-périmètre du cercle, qu'on a simplement réarrangé dans cet ordre-là. Ici, la largeur à 90 degrés par rapport à ce bord-là, la largeur qui fait juste le rayon du cercle. À nouveau une longueur de rectangle, à nouveau une largeur de rectangle. On a un rectangle dont la longueur, c'est la moitié du périmètre du cercle. Le périmètre du cercle, c'était pi fois diamètre. La moitié, c'est pi fois la moitié du diamètre, donc pi fois rayon. On peut réécrire comme ça, pi fois rayon en longueur. Et en largeur, ici, on a simplement le rayon du cercle. Donc ici, le rayon. Et maintenant, il suffit d'appliquer la formule que tout le monde connaît sur l'aire d'un rectangle, longueur multipliée par largeur. Pi fois r, ça va nous faire pi r au carré. Donc on a un moyen comme ça. C'est assez étonnant, mais c'est le même nombre pi qui intervient. Non, ce n'est pas étonnant. À partir du périmètre, on récupère le nombre pi, et donc on récupère pour l'aire du disque le pi à nouveau dans la formule pi r2 au lieu de pi fois diamètre ou de pi r. Alors on a vu un découpage du disque en secteur, en part de tarte, qui nous a permis de voir un petit peu comment mesurer l'aire du disque, comment calculer l'aire du disque. On fait le même genre de choses, des découpages aussi avec le théorème de Pythagore, par exemple, en découpant des carrés, des choses comme ça. Des fois, ça pose quelques problèmes. Tant qu'on n'a pas rédigé la démonstration de bout en bout, ça risque de poser quelques problèmes. Par exemple, ici, j'ai un carré qui est découpé en un certain nombre de pièces, qui sont de forme un peu bizarre. Et ici, le même carré. Et je vais redisposer les pièces dans le carré de gauche, enfin de ma gauche, de façon à voir ce que donne un découpage, quoi. Donc, voilà. Voilà, arrivé ici, il me reste la place de mettre 4 petits carrés, mais il m'en reste 5. Donc je vais pouvoir en poser 4. Mais le cinquième n'a plus sa place. Et donc il y a quand même un petit problème dans cette histoire de découpage. J'ai découpé mon carré d'une certaine façon, et suivant la façon dont je réorganise les pièces, ça ne se passe pas bien. Alors comment ça se fait? Alors en fait, il y a bien sûr une astuce, parce que ici, on a l'impression qu'on a rempli un carré avec ces pièces-là. Ici, le même carré, mais on voit bien que ça bouge beaucoup plus. Et en fait, si on regarde les deux, dans cette disposition-là, c'est un tout petit peu bombé, ça ne se voit pas, mais c'est un tout petit peu bombé, alors qu'ici, c'est un tout petit peu en creux. Et c'est pareil, ça ne se voit pas bien. C'est ce qui explique qu'on ne réussisse plus à mettre maintenant les petits carrés là-dedans. Alors ça veut dire que quand on regarde maintenant un découpage, par exemple ce qu'on a fait pour le périmètre du cercle ou pour l'aire du disque, on est en train de découper en segments, on est en train de découper en secteurs.
Et on a l'impression qu'on obtient un résultat. Ce résultat, il faut quand même qu'on affine un petit peu et qu'on fasse des démonstrations. C'est, disons, les prémices du calcul intégral, mais il faut quand même qu'on réussisse à donner des démonstrations, pas se contenter simplement des quelques découpages qu'on a pu faire pour avoir l'impression que ça marche, quoi. Parce qu'on risquerait de se retrouver dans cette situation des deux carrés qui donnent l'impression d'être des carrés qui n'en sont pas.